vais vous présenter de façon très rapide quelques notions d'écologie urbaine. On va parler de biodiversité urbaine, on va parler d'enjeux de biodiversité dans les villes en transition. Alors, si on regarde les dernières projections démographiques de l'ONU, on annonce une population mondiale d'environ 10,9 milliards d'habitants d'ici 2100. La fourchette est très large. On est entre 7 et 16 milliards d'habitants. Mais ce dont on est sûr, c'est que l'essentiel de cette population vivra en ville. Des modèles annoncent entre 70 à 90% de population vivant dans les villes. Alors effectivement, les villes, c'est une forte attractivité, à la fois pour la vie économique, la vie culturelle, l'accès à l'éducation, au transport, etc. D'ores et déjà, on est quasiment sûr du triplement des surfaces urbaines d'ici 2030. Et on est même probablement déjà au-delà. Enfin, on sera au-delà en 2030. Alors, ça touche surtout les continents africains et asiatiques, mais ça concerne également, dans une moindre mesure peut-être, le continent européen. Alors, pour faire face à cet afflux de population urbaine, il y a deux stratégies possibles. D'une part, l'étalement urbain et la densification du bâti. J'ai bien dit et ou, parce que ce n'est pas nécessairement des alternatives. Ce ne sont pas nécessairement des alternatives. Les deux sont en général réalisés dans des villes dont les populations vont augmenter. Alors, historiquement, l'Europe a connu cet étalement urbain. Alors ça, c'est l'exemple de la ville d'Amsterdam. Ça, c'est la ville historique en 1800. Ça, c'est la ville en 2014. La ville historique ne représente plus que 10% de la surface communale actuelle. Et effectivement, cet étalement urbain a gagné sur des terres agricoles, sur des espaces naturels. Ce schéma de changement urbain, on l'a connu pratiquement dans toutes les grandes villes européennes. Alors, évidemment, cette densification du bâti, cet étalement urbain a des conséquences environnementales. Je ne vais pas toutes les présenter, je vais être extrêmement sommaire. Je vais présenter deux sujets dont on va parler un peu ce matin. D'une part, les îlots de chaleur urbains, et d'autre part, les problèmes d'imperméabilisation. Ça, c'est la ville de Paris. C'est pour vous présenter un petit peu la distribution de la densité à Paris. Tout ce qui est présenté en rouge foncé, donc dans Paris intramuros, ce sont des densités de population de plus de 500 habitants à l'hectare. Sur un carré de 100 mètres sur 100 mètres, c'est tout à fait considérable. Et puis on voit aussi cette espèce de progression tentaculaire de la ville sur des territoires agricoles forestiers, encore une fois. Alors, ce que ça représente cette carte ici, ce sont les îlots de chaleur urbains et les nuits, alors ce qu'on appelle les nuits tropicales, les nuits caniculaires à Paris lors de la canicule historique de 2003. Ce qui est représenté en rouge, c'est sur les quartiers dans lesquels on a eu ces nuits caniculaires. Alors, la notion de nuit caniculaire change d'une ville à l'autre, même si on est en train d'essayer d'homogénéiser un petit peu la définition de ces nuits caniculaires. À Paris, c'est plus 21 degrés la nuit, plus 31 degrés le jour. C'est-à-dire qu'en fait, on n'arrive pas à rafraîchir l'appartement pendant la nuit. Et on voit encore une fois que là où il y a cette forte densité d'urbanisation, Paris intramuros, c'est là où on connaît les plus fortes températures au cours de l'été. On peut faire un petit focus sur les deux grands parcs urbains parisiens, qui sont Bois de Boulogne et Bois de Vincennes, et on voit ces petites couleurs bleues. Le bleu, ça veut dire qu'on a affaire à des îlots de fraîcheur. On voit tout de suite l'importance que peuvent avoir des espaces de nature à proximité immédiate des centres-villes. Ce sont vraiment des espaces de fraîcheur, de rafraîchissement pour l'agglomération. On reste sur Paris. Alors j'étais un peu paresseux, on carte très facilement pour la région parisienne. Ça, ce sont la distribution des inondations historiques à Paris. Et ce schéma, en fait, ne changera pas. En cas d'inondation, on risque d'avoir à peu près la même situation. Et on voit l'importance, le risque qu'on peut courir avec ces inondations, puisque des lieux de gouvernance importants, comme le Palais de l'Élysée ou l'Assemblée nationale, peuvent être directement impactés par ces inondations. Donc, des conséquences même à l'échelle de la gouvernance nationale. Alors, pourtant, la ville accueille une biodiversité qui est tout à fait intéressante. Voilà quelques espèces qu'on trouve sur la ville de Douai. Le lézard des murailles, qui est une espèce de tour d'expansion, le sphinx du tilleul, qu'on va trouver sur les alignements de tilleul le long de voirie, ou encore le roman julière, qui est une petite plante parasite protégée en région, si je ne m'abuse, et qui est présente au sein de notre ville. Donc, il y a des enjeux de biodiversité, même au sein d'une ville dense. Alors, j'ai mis là-haut le logo du Conservatoire d'espaces naturels de Hauts-de-France, M. Lebert en a parlé précédemment. Le conservatoire, nous sommes en convention avec le Conservatoire d'espaces naturels, qui est actuellement en train de réaliser un inventaire de la biodiversité sur les 6 sites que nous souhaitons mettre en réserve naturelle au cours de ce mandat. Je pense que Vincent Mercier présentera une partie des résultats de ces inventaires. Également des enjeux en termes de biodiversité des pollinisateurs sauvages.
Alors, c'est un travail qui est en cours sur la ville de Douai, qui a été réalisé sur la métropole européenne de Lille, et à Lille, on a trouvé plus de 110 espèces d'abeilles sauvages différentes, ce qui est tout à fait remarquable pour développer un sujet extrêmement dense. On aura certainement des résultats tout à fait comparables sur la ville de Douai. Ces espèces sont particulièrement importantes parce qu'elles jouent un rôle en termes de services écosystémiques. Ces insectes sont nécessaires à la pollinisation et nécessaires à la production fruitière dans nos vergers. Et on a un certain nombre de projets de vergers sur le ville. Alors, les oiseaux maintenant. Donc, jusqu'à rendre hommage à la gorge bleue. La gorge bleue, c'est l'antenne locale du groupe ornithologique et naturaliste du nord de la France, qui a réalisé en 2005 le premier atlas des oiseaux nicheurs de la ville de Douai. Alors, c'est un travail tout à fait pionnier. On a été une des premières villes à avoir notre atlas des oiseaux nicheurs. Et en 2005, donc, on avait observé 88 espèces d'oiseaux nicheurs, ce qui est important parce que c'est exactement la moitié du nombre d'espèces d'oiseaux nicheurs existant dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. Donc un enjeu important et une forte responsabilité de la ville en termes de conservation de ces espèces. Alors, ce travail est en cours de réactualisation. La gorge bleue est en train de réaliser de nouveaux inventaires de façon à réactualiser un petit peu ce nombre d'oiseaux nicheurs. Et d'ailleurs, on peut lancer un appel, vous êtes tous conviés effectivement à envoyer vos observations à la gorge bleue pour réactualiser le statut de ces différentes espèces. Alors, si vous avez suivi un petit peu l'actualité environnementale, vous avez pu noter qu'au mois de juin se sont réunies deux grandes structures internationales qui sont le GIEC, le groupement intergouvernemental des experts du climat, et l'IPBES, qui est un peu l'équivalent pour l'étude de l'extinction de la biodiversité. Et cette réunion a abouti à un constat qui est celui de la nécessaire action en synergie pour lutter contre les changements climatiques et les pertes de biodiversité. Alors pourquoi on a abouti à ce constat ? D'abord parce que la biodiversité fait face au changement climatique. On annonce malheureusement une augmentation du nombre d'espèces menacées d'ici un siècle à cause des aléas climatiques. Parmi les adaptations, les réactions de la biodiversité face au changement climatique, il y a le déplacement des aires de distribution. Ainsi, on a pu noter que certains papillons européens, au cours du XXe siècle, ont progressé de 35 à 242 km vers le nord de l'Europe, de manière à trouver des situations climatiques qui leur soient favorables. Alors, la petite carte que je montre ici, c'est la distribution des SNIEF, ce sont les zones naturelles d'intérêt écologique, floristique et faunistique de notre territoire. Et on voit tout de suite ces petites SNIEF de couleur verte, des petites espèces de nature riches en biodiversité, sont extrêmement fragmentées, isolées les uns des autres. Et si je rajoute en plus les voiries, on constate effectivement qu'il y a de nombreux obstacles au déplacement de ces espèces entre ces différents cœurs de nature. Donc pour permettre à la biodiversité de s'adapter au changement climatique, il est absolument nécessaire d'assurer la perméabilisation du paysage, c'est-à-dire d'offrir des corridors écologiques pour que les espèces puissent se déplacer, à la fois pour réaliser leur fonction biologique, soit l'alimentation de leur production, mais également pour pouvoir se déplacer en fonction des changements d'air climatique. Alors c'est tout l'enjeu des trames vertes, des trames bleues, des trames sombres. Ce que je présente ici, c'est la trame verte du SCOT du Grand Douaisis. Ce qu'on voit en vert foncé, ce sont nos cœurs de nature, les espaces naturels existants, et puis en vert plus clair, ce sont les territoires qui, dans le cadre de l'aménagement du territoire, seront dévolus plutôt au maintien de la biodiversité, à la création de ces corridors écologiques. Alors évidemment, ça c'est une présentation à l'échelle du SCOT. La ville est concernée évidemment, ça va se décliner à l'échelle plus locale à travers l'installation, l'augmentation du nombre d'espaces verts, le maintien ou la création de linéaires d'arbres, etc. Et ça, Guillaume Lemoine l'évoquera dans le prochain exposé, il y a aussi la possibilité d'aménager nos friches de manière provisoire ou de manière permanente en créant par exemple des prairies fleuries sur des espaces qui sont à aménager. Alors, je vais faire une petite parenthèse sur un des projets que nous avons développé sur la ville de Douai, qui va se mettre en œuvre dans les semaines qui viennent, c'est la trame sombre. Alors, trame sombre, pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas d'éteindre la lumière la nuit, mais simplement de réduire un tout petit peu, réduire significativement, l'intensité lumineuse, avec trois objectifs principaux qui sont, alors évidemment, la sécurité des citoyens, je vais balader la nuit sans risquer de se prendre un verre vert, c'est évident, des économies d'énergie, parce que nous allons remplacer un éclairage qui est parfois obsolescent par des LED, donc une économie substantielle d'énergie pour la ville et donc une économie de moyens. Et puis surtout aussi, la
possibilité d'avoir un éclairage qui soit non polluant et donc compatible avec la biodiversité crépusculaire et nocturne. C'est un projet qui est financé par la ville de Douai, qui est soutenu significativement par la région de France dans le cadre des programmes FEDER. Alors ça, c'est une image nocturne de Douai et environ, prise par la station spatiale. Et ce qu'on voit effectivement, c'est que Douai et les agglomérations alentours forment une barrière lumineuse entre deux espaces sombres et constituent donc un obstacle pour le déplacement de nombreuses espèces. On peut penser aux chauves-souris, mais également à des oiseaux qui vont migrer plutôt en phase nocturne, etc. Et l'autre carte, alors on ne voit pas très bien, mais voilà, la trame de couleur un peu bleu foncé, ça correspond à cette trame sombre qui va traverser la ville et donc créer finalement un couloir sombre qui va permettre de connecter ces deux grandes zones sombres et ainsi permettre le déplacement des espèces. Alors, le début des travaux est prévu à la fin de cette année, il devrait s'achever fin 2022, début 2023. Il concerne 600 points lumineux pour une surface totale de 103,4 hectares. Alors, ce qui en fait le projet le plus ambitieux à l'échelle nationale. On a la chance d'avoir dans nos services de l'avoir vu M. Roger Couillet qui porte ce projet et qui est un spécialiste national de l'éclairage urbain qui a conçu depuis plusieurs années ce projet tout à fait remarquable. Alors, si je reviens sur le constat du GIEC et du TBES, d'agir en synergie pour protéger la biodiversité et agir contre le changement climatique, il y a aussi une autre raison qui peut être évoquée, qui est le fait que cette biodiversité constitue également une solution pour s'adapter au changement climatique, pour préserver les ressources en eau, réduire les îlots de chaleur, offrir un espace d'activité environnementale aux citoyens. Or, cette carte cette figure que certains connaissent bien, sont des mesures de température qui ont été effectuées en fin de journée caniculaire en 2016, si je ne m'abuse, vers la mi-août. Et donc, ce qu'on constate, c'est que pour des zones très urbanisées, comme par exemple le quartier de Pluraline, on était à 27 degrés en fin de journée, ce qui est considérable. Par contre, lorsqu'on est à Villeneuve-d'Ascq, alors effectivement dans un habitat qui est beaucoup plus diffus et surtout qui bénéficie d'un plus grand nombre d'arbres d'espace vert, on a 24 degrés de température au même moment de la même heure, la même journée. Et chaque degré gagné, c'est un gain en termes de santé environnementale. Ça, c'est évident. On voit aussi l'intérêt des plans d'eau, des pièces d'eau couvertes. La Deule qui circule en centre-ville de Lille, c'est 2 degrés en moins dans les environs immédiats du canal. Donc des enjeux qui sont importants et des solutions qu'apporte ici l'eau courante ou la verdure pour faire face à ces phénomènes d'îlots de chaleur qui sont amplifiés lors des périodes caniculaires. Donc, les solutions par la nature, vous seront présentées par Roxane Guillaume-Prudé de la NEL. Donc, on verra un petit peu les stratégies qui sont adoptées pour la métropole européenne de Lille. Alors, les constats, en fait, on va trouver ça dans le PCAET de la NEL, on va trouver ça dans le PCAET du SPOT Grand Ouessy. Il y a des observations simples qui montrent l'importance de la végétation en période caniculaire. Par exemple, l'aménagement d'un parc arboré de 100 mètres carrés, c'est tout petit, 10 mètres sur 10 mètres, suffit à faire baisser la température de 1 degré dans les rues adjacentes. 1 degré de gagné, encore une fois, c'est important en termes de santé environnementale. Avec l'évapotranspiration, c'est-à-dire l'aptitude des arbres à émettre de l'eau dans l'atmosphère, c'est un ressenti de 12 degrés de moins par rapport à une surface minérale à quelques mètres de là. Donc, on voit tout de suite l'importance, l'intérêt que peut représenter la végétation, la biodiversité, pour faire face aux problèmes de l'eau de chaleur. Alors, autre problématique, alors on en a été malheureusement le témoin cet été avec les inondations meurtrières qu'il y a pu y avoir en Wallonie ou en Allemagne, la nécessité également de désimperméabiliser le territoire. Ça a été évoqué lors de l'introduction de cette matinée. Et là encore, on va passer par la création de sols vivants, par l'installation de noues, qui sont finalement des mini-zones humides qui vont permettre de recueillir les eaux de ruissellement lors de fortes pluies. On peut perméabiliser les espaces de parking, ce sont des techniques qui sont parfaitement maîtrisées, compatibles avec le maintien d'une certaine forme de vie dans le sol. Parce qu'effectivement, il y a la biodiversité qu'on voit, et puis celle qu'on ne voit pas, mais qui est importante également et qui est dans le sol. D'ailleurs, pour les gens qui sont à Douai, je vous invite demain à venir assister à l'inauguration de la place Raymond de l'Écluse, qui est une place qui a été réfléchie, conçue à la fois par notre service de la voirie, par notre service du cadre de vie, de façon à être complètement perméable, à pouvoir absorber les eaux pluviales et réinfiltrer immédiatement dans le sol à travers des revêtements qui sont perméables, à travers l'ouverture d'espaces verts et puis le boisement de cette place. Donc c'est demain à 11h, place Raymond de l'Écluse.
Alors, néanmoins, ça c'est important également, il faut des points de vigilance lorsqu'on travaille sur la végétalisation ou la reconquête naturelle d'une ville. Évidemment, on va voir revenir en ville des animaux qui sont assez consensuels. Actuellement, à Douai, on a une augmentation du nombre d'écureuils, c'est tout à fait remarquable, et tout le monde est plutôt content de les retrouver. Les petits hérissons vont en profiter également. Et puis, on va voir d'autres petits animaux, comme les renards, par exemple, les fruits, les belettes, peut-être un jour le loup, imaginez. Et donc là, certains sont très heureux et d'attendre que ça arrive d'être nouveau, c'est mon cas évidemment. Mais effectivement, ces animaux peuvent générer des inquiétudes, de l'angoisse, et c'est quelque chose qu'il faut accompagner également. Hein, et donc ça peut s'accompagner par exemple, une participation des citoyens à l'observation de la faune, par voilà, des opérations de sensibilisation, des discussions. Je pense qu'il ne faut absolument pas laisser s'amplifier des angoisses face à l'arrivée de ces animaux nouveaux, en particulier celui qui est déjà arrivé et dont les populations vont certainement augmenter, le renard qui est déjà présent dans notre ville et puis qui sera présent d'ici quelques années. Alors un point plus important en revanche, c'est le risque d'éco-gentrification. Alors je vous montre ici, qu'est-ce que c'est que l'éco-gentrification? C'est le fait que bien aménager un quartier, c'est aussi un risque d'exclusion pour certaines populations. Ça c'est l'exemple du nouveau quartier des Batignolles à Paris, qui est un quartier qui est extrêmement vert, avec des plans d'eau, avec des parcs et des jardins. Et le constat, c'était une augmentation du prix du mètre carré de 27% en l'espace de 5 ans. C'est l'installation de restaurants plus qualitatifs, c'est l'installation de commerces plus qualitatifs, et en conséquence, c'est l'exclusion d'un certain nombre de populations plus défavorisées. Donc c'est quelque chose qui est absolument nécessaire à prendre en compte. L'installation des parcs et des jardins dans une ville, ça doit s'accompagner également de cette dimension sociale, parce que l'objet de la politique qu'on mène sur la ville de Douai, c'est évidemment une nature urbaine pour le bénéfice de chaque citoyen. Hein, c'est extrêmement important, parce qu'au-delà de l'adaptation au changement climatique, il y a d'autres avantages, d'autres intérêts. Avoir de la nature en ville, un plus haut niveau d'activité physique, grâce aux possibilités plus nombreuses d'activités extérieures, un sentiment de bien-être psychologique, une réduction du stress, ce sont des choses qui sont démontrées clairement. Une meilleure santé de la population, entre autres, à l'amélioration de la qualité de l'air ou au confort thermique. Voilà, donc notre enjeu, c'est bien effectivement une nature qui soit une nature pour chaque citoyen.